FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Allez, c'est parti donc pour cette grande interview vérité avec Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD. 2 heures chrono pour faire le tour de l'actualité socio-politique et économique de la Guinée. Première question à vous. Crime de lèse-majesté. Bonjour à vous, monsieur le président de l'UFDG et de l'ANAD. Bonjour à Bakar, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue, merci de nous faire l'honneur d'être présent dans ce studio pour la 2e fois. Je vous remercie, c'est un plaisir de vous rencontrer, de débattre de l'actualité de notre pays. Plaisir partagé. Allez-y, Talib. Elhadj, première question toute simple. Êtes-vous déjà vacciné et vous avez pris, est-ce que, comme Alpha Condé, vous avez pris du Sputnik? Du Sputnik B. J'ai pris déjà mes 2 doses de vaccin. Je tairai le nom du vaccin qui m'a été administré. Pour ne pas en faire la publicité? Non, oui, par... Bien. D'accord. Bien. Alors, on enchaîne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du nouveau tour de vis mis en place par les autorités, par le gouvernement, dans le cadre justement de contrer la flambée de variants de la Covid-19? Vous savez, ce qui est plus facile, c'est de prendre une décision administrative. Le défi, c'est comment la faire appliquer. Bien sûr, on l'apprend après avoir peut-être mis en évidence son opportunité et son efficacité théoriquement. Mais le plus difficile, comme je le dis, si les raisons, l'exposé des motifs est jugé pertinent, le plus difficile serait comment l'appliquer. Dans un contexte où l'État est absent partout, où les forces de défense et de sécurité, où la justice, toutes ces institutions sont complètement éoffordées, et la rigueur ne s'applique à elles que lorsqu'il s'agit de défendre le pouvoir d'Alpha Condé, lorsqu'on considère que ces agents de l'administration, de la justice ou des forces de défense et de sécurité ne sont pas en accord avec le pouvoir. Le couvre-feu est ramené à 22 heures, plusieurs autres mesures dont certaines visent les voyageurs. Est-ce que vous trouvez tout cela juste pour évidemment contrer la Covid dans son avancée fulgurante en Guinée? Si ça pouvait être appliqué, ça pourrait peut-être contribuer à éradiquer ou en tout cas à atténuer le rythme de propagation de la pandémie. Mais je doute de la capacité de cet État de faire appliquer ses propres décisions, étant donné la corruption, étant donné le laxisme et le favoritisme qui caractérisent généralement tout son comportement. Mais globalement, comment vous appréciez l'effort de guerre qui est celui du gouvernement contre la Covid-19? Je dis on a un problème d'application. Il y a certainement des mesures pertinentes qui ont été prises au regard de l'évolution de la pandémie. Peut-être que si j'étais à leur place, j'aurais pris certaines décisions. Parce qu'effectivement... Comme quoi? Par exemple, le fait de fermer les boîtes de nuit, je pense que c'est un endroit où le risque de propagation est énorme. Ouais. Compte tenu de l'intérêt, de l'importance que j'attache à la santé des citoyens et de la jeunesse, évidemment, je peux être amené à prendre cette décision de fermer provisoirement les boîtes de nuit. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas aujourd'hui, mais il faut que ça s'applique. Parce que ce gouvernement, le problème, il est capable de prendre des décisions, mais il n'a pas les capacités de faire appliquer, étant donné la corruption, le laxisme, le favoritisme qui prévalent généralement dans ce pays. En parlant d'application de ces mesures, et je crois que c'est dans ce cadre-là que un des vôtres a été arrêté à Matam, qui est donc vice-maire de ce côté en violation de ces règles-là. Donc apparemment Soria qui aurait un point de retrouvailles. Et j'ai écouté le chargé de com de votre parti qui dit être en phase avec le respect des mesures édictées par les autorités. Si il se trouve qu'il avait violé ces mesures, eh bien, votre parti ne ferait pas obstacle à l'application de ces principes-là. On n'a même pas les moyens de faire obstacle.
On est toujours privé de nos droits et libertés les plus élémentaires. Docteur Fodissou, moi, mon épouse, et puis plus de 85 de nos militants sont encore incarcérés. Mais on n'a pas à l'heure actuelle les moyens d'empêcher Alpha Condé justement de faire de nous des prisonniers politiques. Mais ceci dit, dans ce cadre-là, c'est l'argument qui a été publiquement décliné pour expliquer l'arrestation de M. Bangoura. Mais M. Bangoura n'a pas de boîte de nuit, il a un hôtel. Il a un petit hôtel où il gagne sa vie. Et ils sont venus à 19h le kidnapper sous prétexte que la veille, il n'aurait pas fermé à la bonne heure son hôtel. Bon, et on l'a arrêté avec tous les clients, mais après on a libéré les 9 clients qu'il avait et lui, il a été maintenu et il vient d'être déféré. Je ne pense pas que c'est des mesures extrêmes comme ça qui peuvent permettre de faire appliquer. C'est parce que certainement, pour moi, le fait qu'il soit le secrétaire fédéral de l'UFDG de Matam et qu'il soit très actif dans le parti, aussi bien dans l'action que dans la communication politique, ce qui n'est pas étranger à son arrestation et on aurait pu lui infliger une amende à la limite. Mais le déférer à la maison centrale le lendemain, moi c'était la première fois que j'apprenais que c'était pour ça, alors qu'il n'a pas de boîte de nuit. Bien. Et là, je salue Alain Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD, notre invité de prestige en ce jeudi. Mohamed, peut-être avant de vous permettre de poser votre question, qu'est-ce que vous pensez? Dernière question sur la Covid. Qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu ramené à 22h? Ça suscite beaucoup de débats dans la cité. À la place de M. Alpha Condé, est-ce que vous aurez pris la même décision? Est-ce que vous pensez que c'est une décision censée lutter efficacement contre la Covid-19? Et aussi, Monsieur le Président, de l'obligation faite aux voyageurs désormais en direction de la Guinée de ne rentrer que par la voie aérienne. Écoutez, ça, c'est pas une mesure judicieuse à mon avis. Parce que vous savez que nous avons presque la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le commerce et le transport transfrontalier, c'est une activité économique très utile à l'économie. Beaucoup de gens vont au Sénégal, en Sierra Leone, par la route. Lorsque vous prenez un vol ici, vous dites que vous allez en Sierra Leone. Si vous dites aux citoyens de Forécaria que pour aller en Sierra Leone, il faut qu'ils viennent à Conakry emprunter un avion, ce n'est pas quelque chose de judicieux. Il faut peut-être continuer la sensibilisation, rendre disponibles les masques à la population, ce qui n'est pas le cas. On demande aux gens de porter les masques, mais la sensibilisation a été insuffisante. Et ce gouvernement, ce qu'il sait faire, c'est prendre des décisions qui ne sont pas applicables ou qui nuisent plus qu'elles ne rendent service, ces décisions-là. Alors, je ne pense pas que cette décision soit judiciaire de fermer les frontières terrestres et de dire que tous les déplacements doivent s'effectuer par les frontières aériennes, par avion. Ouais. Et le couvre-feu à 22h? Le couvre-feu, bon, je pense que les jeunes aiment beaucoup se défouler la nuit. Peut-être que ça peut aider à réduire, mais lorsqu'on va dans les marchés, on trouve que les gens ne portent pas de masque, qu'il n'y a aucune distanciation qui est observée. Je pense qu'il fallait prendre les dispositions à ce niveau d'abord. Ce qui se fait en plein jour. Lorsque vous allez dans les marchés aujourd'hui, c'est ce que vous constatez, mais on ne fait rien par rapport à ça. Il faut sensibiliser les gens et le gouvernement doit rendre disponibles les masques et leur port obligatoire. Comment le faire, même en pleine journée, c'est ça qui est plus difficile. C'est ça, ce défi-là qu'il faut d'abord s'attaquer avant de décréter, bon, il n'y a pas de mouvement à partir de 22h. Bien, Mohamed Maha, on poursuit. Parlant toujours de respect des décisions gouvernementales, et il y a un cas qui nous interpelle aujourd'hui, ce sont les événements de Gawal, notamment de Concitel, autour de l'exploitation illégale aujourd'hui de l'or. On a vu il y a quelques jours des échauffourées et malheureusement qui ont entraîné énormément de dégâts. Quelle est votre lecture de cette situation aujourd'hui à Concitel où officiellement l'exploitation artisanale de l'or est totalement interdite, mais où
c'est désormais chose de notoriété publique. On voit des militaires, il y a même des gardes du corps de ministres qui ont été arrêtés sur les lieux. Et on a entendu ici le maire de Gawal affirmer aussi que les militaires favoriseraient ou en tout cas laisseraient faire malheureusement les exploitants clandestins. Ouais, sans oublier aussi qu'on a eu l'épisode des Donzo du côté de Gawal. Oui, alors, nous avons un problème dans ce pays. C'est d'abord la capacité du gouvernement à faire appliquer ces décisions. Compte tenu du laxisme, de la corruption, du favoritisme qui règne dans l'administration civile et dans l'administration militaire, le gouvernement n'a pas de crédibilité suffisante, il n'a pas d'autorité, il n'a pas déjà de légitimité, ça c'est connu, mais il n'a pas d'autorité, il n'a pas de crédibilité parce qu'il n'est pas juste, parce que il ne s'est pas doté des moyens et des instruments lui permettant d'instaurer la discipline. Alors ça, l'absence de crédibilité est une source justement du problème. Parce que lorsque vous êtes injuste, vous faites de la discrimination, lorsque vous laissez prospérer la corruption au sein de l'administration, lorsqu'il y a l'impunité qui est accordée à certains en raison de leur lien ou du zèle qu'ils ont montré dans la défense du pouvoir, ils peuvent se permettre n'importe quoi et ils peuvent, eux aussi, faire leur choix, discriminer les hommes dans l'attribution des privilèges et des avantages. Ouais. Le pouvoir ne peut pas, l'autorité ne peut pas être là. L'autorité, ce n'est pas la force seulement. L'autorité, c'est aussi la crédibilité. Mais le pouvoir là manque cruellement de crédibilité et il ne peut pas avoir d'autorité. Et ensuite, il y a la corruption. La corruption par la promotion, la corruption par l'argent qu'on laisse prospérer. Il y a des intouchables. Il y a l'impunité qui est accordée à certains en raison de leur proximité avec le pouvoir, en raison du zèle qu'ils montrent dans la défense du pouvoir, du troisième mandat ou de tous les besoins du chef. Il y a parfois leur appartenance ou leur sensibilité politique ou même ethnique. Lorsqu'on gère un pays de cette manière-là, on ne peut pas avoir l'autorité. Parce que ce n'est pas la force seulement qui doit faire l'autorité, mais c'est aussi la justesse des décisions que vous prenez. Et si vous êtes choisi par votre compétence, pour votre rigueur, pour votre intransigeance par rapport au respect de la loi, les gens vous respectent. Lorsque vous êtes choisi parce que vous êtes lié à tel, vous êtes le neveu, le cousin de tel, et que vous-même vous vous livrez à des activités pour vous enrichir, naturellement, vous manquerez d'autorité. Donc, vous pensez que le vrai problème à Gawal aujourd'hui, c'est que le préfet, qui est chargé justement de faire appliquer ces décisions gouvernementales, mais aussi même l'administration militaire, justement, le problème est que ces gens-là manquent de sérieux et d'autorité. Bien sûr, on a déployé des forces de défense et de sécurité, mais celles-ci se livrent à n'importe quoi. Elles ne sont pas là pour appliquer la loi, elles aussi, malheureusement, elles cherchent plutôt à profiter de la situation. Et ça ne peut pas marcher. Donc on n'aboutit pas au résultat qu'on recherche et on ne trouve pas le coupable. Il y a une confusion totale qui règne. Bon, vous pouvez dire le préfet, mais sans doute il y a un commandant d'un PA, d'un bataillon qui a été déployé là-bas, dont les agents cherchent à gagner de l'argent, il veut avoir sa part. Il y a ce laxisme généralisé qui a envahi notre administration militaire et l'ensemble des structures des forces de défense et de sécurité qui font que il n'y a pas de discipline. On n'a pas peur. Peut-être pour refermer ce chapitre, parce qu'on est à 2 minutes du premier écran pub, est-ce que les Donzo avaient leur place, avaient à être présents du côté de Gawal? Ne vous posez pas cette question. Et les Donzo n'ont pas leur place ni là-bas, ni ailleurs, ni dans le maintien d'ordre, nulle part. C'est l'absence de l'État et le laxisme dont l'État fait preuve par rapport à certains groupements qui l'aident à défendre le pouvoir illégal et illégitime, c'est par rapport à ça qu'on les déploie. Sinon, ils sont dans l'illégalité, on devait les arrêter, les mettre en prison parce qu'ils ne peuvent pas venir faire le maintien d'ordre dans un endroit, à Constituel ou ailleurs. Est-ce que vous iriez jusqu'à penser qu'ils étaient en mission de quelqu'un ou en tout cas... d'une quelconque autorité? Je ne peux pas le dire, mais c'est que l'absence de l'État
Parce que l'État doit veiller à ce que les gens n'exercent d'activités que celles qui lui sont reconnues par la loi. On ne peut pas laisser des gens venir à la place des gendarmes et des policiers pour venir faire le maintien d'ordre à Constituel ou ailleurs. Maintenant, il y a le laxisme, il y a des complicités. Parce qu'à un moment donné, on a fait appel à eux pour jouer un rôle en faveur du pouvoir. Ils sont forts de ça, de cette légitimité. Mais ce n'est pas la légalité. Et donc, parce qu'ils peuvent jouir d'une certaine impunité ou d'une certaine complicité de la part des autorités qu'ils ont servi à un moment donné sur un autre terrain. Bien. Et là, je Selou Dalein Diallo, président de l'UFDG de l'ANAD, notre invité de prestige dans Mirador sous Film FM ce jeudi 12 août. Nous allons marquer une première pause pour nos obligations commerciales et un nouveau point de l'actu sous Film FM. Derrière, nous ouvrirons le chapitre politique de cette interview avant, plus tard dans la deuxième partie, d'entendre la Selou Dalein Diallo sur les accusations récurrentes du président Alpha Condé au sujet donc des anciens premiers ministres qu'il rend responsable de tous les malheurs de la Guinée, en tout cas du retard de la Guinée. Une pause s'impose et derrière on revient pour continuer cette émission. Monsieur le Président, vous avez des commentaires autour des réactions de nos auditeurs? D'abord par rapport à votre introduction, ce n'est pas juste de votre part. Je m'attendais à cette réponse, franchement. De considérer qu'Alpha Condé et Selou Dalein sont solidairement responsables de la crise que traverse le pays. Il ne faut pas mettre le bourreau et la victime. C'est l'avis de certains Guinéens que nous relayons là. Dans le même sac. Oui, non, c'est pas l'avis c'est l'avis de certains d'entre vous. Moi, j'ai dit. Non, attendez. Personnellement, j'ai dit sur ce plateau, Monsieur le Président, que. Non, parce que c'est un débat, c'est un point important. J'ai envie de placer c'est pour vous donner l'occasion de vous défendre. J'ai envie de placer ceci, c'est important parce que je le pense profondément. Qu'aujourd'hui, après 10 années d'antagonisme politique entre vous et le président Alpha Condé, qu'il est temps pour les Guinéens d'aller au-delà de vos deux personnes et de construire la Guinée de demain au-delà de vous. Oui, mais vous êtes des observateurs avisés de la scène politique. Vous savez l'origine des conflits qui m'opposent à Alpha Condé. Et pourquoi je proteste? Pourquoi l'UFDG lance des mots d'ordre de manifestation pacifique? Je ne vais pas faire l'histoire de ces conflits et qui sont à l'origine des dérapages qu'on a enregistrés, des morts d'hommes qu'on a enregistrés, des emprisonnements non justifiés qu'on a eu. Il faut dire la source de conflit, la première source de conflit entre lui et son opposition, c'était lorsqu'il a refusé d'organiser à bonne date les élections. C'est du domaine de la loi. C'est une violation de la loi. L'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président. La loi fixe les mandats et on sait à l'avance qu'à telle date on doit organiser les élections. Alpha a refusé d'organiser les élections à bonne date parce qu'il a peur des élections. Les élections législatives, on devait les organiser en mars 2011. Les crédits étaient disponibles au niveau de l'Union européenne. Tous les bailleurs ont tout fait, toutes sortes de pressions. Il a dit qu'il n'ira aux élections que lorsqu'il voudra. Ils ont proposé qu'on aille immédiatement aux élections, avec même le fichier, sans révision, avec la même CENI, avec le même président de la CENI, le général Sangaré, avec le même opérateur, Sagem. Il a refusé. Nous, on était d'accord. L'opposition, ceux qui étaient déjà dans l'opposition, Selou Dalein et ses alliés au deuxième tour ont accepté d'aller à ces élections avec la même CENI, sur la demande pressante des partenaires techniques et financiers. Alpha leur a dit que le premier ambassadeur qui lui parle d'élections, il le fout dans l'avion. Désormais, il y a un président démocratiquement élu, qu'il n'ira pas, il organisera les élections quand il voudra. Or, organiser les élections à bonne date, c'est respecter la Constitution et les lois. Une source de conflit. On a commencé à manifester pour exiger l'organisation des élections législatives. Il a dit qu'il ne veut plus du fichier, qu'il ne veut plus de la CENI, qu'il veut tuer. Il a passé un contrat avec Weymark, sans appel d'offres, sans cahier de charge. Il a dit, fais-moi un fichier. On a pris la rue. C'était à l'époque le collectif. C'est la première source de conflit. Les manifestations qu'on a organisées ont été réprimées dans le sang. Il a fallu attendre que le secrétaire général des Nations Unies nous envoie quelqu'un en juin 2013 pour qu'un accord soit trouvé pour qu'on aille aux élections législatives. On a renoncé à notre combat contre Weimar qui a été recruté
de façon illégale, sans concertation avec l'opposition, sans respect des lois de la République. On a accepté pour qu'il y ait la paix et qu'on aille aux élections. On a eu les élections, il y a eu la fraude massive. Vous vous souviendrez de la fraude dont Kouyaté a été victime même à Kouroussa. On a accepté de siéger. Alors que les élections locales, dans le même accord, étaient prévues pour mars 2014, il a refusé de les organiser. On a manifesté pour exiger l'organisation de ces élections, puisqu'en même temps, il avait installé des délégations spéciales, composées exclusivement de militants zélés de son parti, qui faussaient les élections nationales. Il a installé des chefs de quartier à Conakry. Vous vous souvenez qu'avec Resco, Feu, Sorel et tout ça, ils ont tout changé pour mettre des gens zélés du RPG. C'était une source de conflit. Alors, lorsque vous nous mettez dans le même pot que ceux qui lui viennent la loi et violent nos droits les plus élémentaires, je considère que ce n'est pas juste, puisque vous êtes des auteurs. Il faut chaque conflit. Monsieur le Président, on relaie là les sentiments de beaucoup de Guinéens. Beaucoup de Guinéens. Mais il n'est pas d'accord. Attention. Vous êtes des gens avisés. Absolument. Mais... Vous devez informer les Guinéens pour que s'ils sont mal informés et qu'ils adoptent des attitudes qui ne correspondent pas à la réalité, vous devez ensemble, par la formation, c'est votre rôle, par l'information objective, faire en sorte que les Guinéens aient la bonne position. Lorsqu'il y a un conflit, nécessairement, vous devez aider les Guinéens à comprendre où est la source de conflit et quel est le premier responsable. Ça, c'est votre mission. C'est la nôtre aussi. Mais Monsieur le Président, en vous donnant la parole ici et en relayant l'avis de certains Guinéens, c'est ça qu'on fait. On vous donne l'occasion de vous défendre et de clarifier votre situation. Bien, je crois qu'on va vous laisser reprendre. Alors, le taux directeur de la Banque centrale, bon, écoutez, ça c'est... Je ne peux pas rentrer dans les théories à partir desquelles j'ai été responsable de la politique monétaire pendant de longues années ici. Le taux directeur doit tenir compte de l'inflation. Il doit être au-dessus de l'inflation. Parce que le taux d'intérêt que doit servir au dépôt doit protéger l'épargne. Donc si le taux d'intérêt qui vous est servi est inférieur à l'inflation, c'est que vous perdez de l'argent en épargnant. Et en ce moment, il y a une fuite devant l'argent, vous vous débarrassez de l'argent pour chercher d'autres actifs qui protègent vos épargnes. Donc la Banque centrale doit fixer des taux d'intérêt au-dessus des taux d'inflation. Très bien. Donc il y a le taux débiteur pour encourager les gens à épargner, à déposer cette épargne dans les banques. Il faut que des taux d'intérêt supérieurs à l'inflation soient servis. Et lorsqu'on doit octroyer le crédit, on doit tenir compte du coût de la ressource, c'est-à-dire la banque acquiert la ressource à un taux donné, mais elle doit aussi, pour faire face à ses charges administratives et rémunérer le risque que la banque prend pour prêter à un demandeur, à une entreprise, mettre un taux au-dessus de ce. Donc l'inflation est un élément majeur dans la fixation des taux d'intérêt. Et lorsque l'inflation monte, naturellement, puisque le taux d'intérêt doit être réel, et bien entendu, les taux d'intérêt aussi bien débiteurs que créditeurs montent. Bien, et là, Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG de l'ANAD, notre invité. On reste dans le sillage, donc on reste dans l'économie avec vous, Mohamed Kaba. On s'intéresse à présent à la hausse du prix du carburant. Oui, évidemment, Selou Dalen Diallo, l'actualité reste dominée, comme vous le savez, par cette hausse du prix des produits pétroliers, suivi aussi du débrayage des chauffeurs de taxi. Alors, un seul mot circule sur les lèvres. La subvention du carburant par l'État guinéen, puisqu'on nous a affirmé que durant 4 mois, l'État a subventionné sur la TSPP 600 milliards de francs guinéens. Alors, vous qui êtes d'abord politique et économiste, quelle est votre analyse sur cette hausse du prix des produits pétroliers? Est-ce que, oui ou non, l'État subventionne réellement le prix des produits pétroliers? Très bien. Écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire ici. Il n'y a pas de subvention. Du tout. L'État a prévu de prélever sur chaque litre de carburant un montant donné. Il se trouve que, je vais d'abord vous expliquer, je suis un peu l'auteur de la structure du prix, parce que j'étais le rapporteur de la commission de privatisation de l'ONA. Et dans ce débat, je fais un rappel historique. Très bien. J'ai négocié avec Agip, Total et Shell, qui devaient prendre
la place de l'ONA dans l'importation et la distribution des produits pétroliers. On a commencé les négociations en 87, on a fini en 92. Et moi, je suis resté constant. Mamadou Niaré est là, parce qu'il était, à un moment donné, c'était le ministre, M. Barry, qui a présidé l'avocat, la commission. Bref, qu'est-ce qui est arrivé à fixer le prix? Moi, j'étais de celui qui propose que le prix du carburant doit être vendu, le carburant doit être vendu au même prix à Koya et à Lola. Donc, pour qu'on puisse arriver à ça, on a créé la péréquation transport. Maintenant, la structure de prix, c'est quoi alors? Il y a la rémunération des facteurs qui interviennent. Il y a d'abord la SGP qui stocke le carburant. Il y a les importateurs, il y a les distributeurs, et puis il y a maintenant la péréquation transport, c'est dans les distributeurs, c'est les transporteurs qui sont dedans. Et maintenant, il y a la taxe de l'État, la TSPP. Alors, vous avez le coût de revient à la pompe qui intègre tous ces facteurs-là. On fait des calculs et ensuite on ajoute la TSPP. Lorsque le prix à l'international augmente, c'est-à-dire le prix CIF port de Conakry augmente d'office, soit parce que la franc guinéen s'est dépréciée, soit parce que le prix du baril à l'international a augmenté. En ce moment, si le prix est fixe, c'est la TSPP qui absorbe. Ça devient le facteur d'ajustement. Parce que le prix CIF augmente, la rémunération des acteurs intervenants, que ce soit les transporteurs, le stockage ou les distributeurs, eux, leur part est fixée administrativement. Ça a été négocié. La première négociation, c'est moi qui l'ai dirigée en 91. Donc, lorsque maintenant, au cours de l'année, le prix CIF ou la monnaie se déprécie, parce que c'est en valeur grand guinéen qu'il faut calculer. Pendant longtemps, c'était la TSPP qui devient l'amortisseur. À un moment donné, le gouvernement a dit, comme très souvent, il y avait des tendances haussières, qu'il fallait faire en sorte que c'est que l'État attend que cette TSPP ne soit pas rongée. Donc, on a adopté le principe de la flexibilité, ce qu'on a appelé le principe de la flexibilité. Donc, si le prix, la monnaie se déprécie trop ou que le coût à l'importation augmente, il fallait que le prix à la pompe augmente automatiquement sans qu'on se retrouve. Vous comprenez? Donc le principe a été adopté, la négociation a été menée avec les syndicats et tous les intervenants. Maintenant, vous pouvez aller le matin à la pompe, trouver que ça a augmenté ou venir trouver que ça a baissé. Comme ça se passe dans d'autres pays. Ouais. Voilà, donc ce principe a été adopté. Malheureusement, ici, on n'a pas observé, on n'a pas voulu respecter cette flexibilité lorsque ça baisse. Vous savez, le baril est tombé ici à 29, moins à 20 $. On devait, si on appliquait la flexibilité, constater une baisse proportionnelle à ça. Ils ont refusé, donc ils ont accumulé des provisions. Ils ont prélevé indûment, si tu veux, sur le consommateur parce que le prix de revient a été réduit à la hauteur de la baisse des cours sur le marché international. Effectivement. Donc, ils n'ont pas accès. Maintenant, lorsque les cours ont repris à augmenter, à un moment donné, bon, ils sont laissés passer. Ensuite, maintenant, ils disent qu'il faut augmenter. Alors, ce que je dis, oui. D'abord, ils ont invoqué des arguments qui ne tenaient pas la route. Le premier principe qu'on aurait pu leur opposer, c'est de dire, bon, lorsque ça a baissé, puisque vous avez suivi, vous n'avez pas voulu baisser le prix du litre à la pompe. Vous ne pouvez pas dire que lorsque le baril est à 29 $ et lorsqu'il est à 70 $, lorsqu'il est à 29 $, c'était 9 000 francs. Et lorsque ça arrive maintenant à 70 $, on va monter. Il fallait baisser, respecter le principe parce que c'était un engagement gouvernemental. Bien. Deuxièmement, maintenant, je dis, l'augmentation actuelle du prix du carburant est inopportune. Parce que nous sommes en période de soudure. Nous sommes en crise, dans une crise économique sévère. L'impact de l'augmentation du prix du carburant sur les autres produits est important. Surtout sur les denrées de première nécessité. Actuellement, je dis que les greniers sont vides dans nos villages. C'est la période de soudure. Tout le monde attend le riz importé de Conakry.
Alors, l'état du réseau routier est désastreux parce qu'il n'a pas été entretenu. Tous les fonds qui étaient destinés à l'entretien ont investi dans la promotion du troisième mandat. Les routes, regardez aujourd'hui, il n'y a pas une destination vers laquelle vous pouvez aller tranquillement. Prenez la route Kindia-Télémélé, prenez la route Conakry-Kindia, Kindia-Mamoum, parce que c'est un chantier, certes, mais pour arriver aujourd'hui à Sigiri, prenez Dabola-Kouroussa, prenez... Tout le réseau routier n'a pas été entretenu depuis des années. Donc ça obère déjà le prix de transport des denrées. La tonne de riz pour l'amener à Sigiri, c'était 350 000 francs. Aujourd'hui, c'est 550 000. À raison de l'état désastreux de la route. Ce n'est pas le moment le plus indiqué. Lorsqu'ils ont parlé des risques de réexportation, en disant que nous avons le prix le plus élevé. Ce n'est pas vrai non plus. Nous sommes plus élevés à 9 000 francs, plus élevés que la Sierra Leone et le Libéria. Seulement, pour les pays de la zone franc, il est vrai qu'ils ont un prix plus important. Mais dès lors que la réexportation du carburant est considérée comme illégale, normalement, on devrait, sauf qu'on a des difficultés à appliquer les lois ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, cette augmentation, ce qui était encore peu honnête de la part des autorités, c'est de dire que les prix n'augmenteront pas. Ce n'est pas possible. Notamment les tarifs. Les prix de transport. Dire qu'on augmente le prix du carburant qui entre dans la formation du prix du transport. Vous dites, vous négociez avec des gens, vous leur donnez de l'argent, ils disent non, le prix, on demande aux gens de ne pas augmenter le prix. Personne ne peut travailler à la faillite de son entreprise. Donc vous comprenez les conducteurs de taxi et de taxi-moto. C'est légitime. Leur revendication est légitime. Vous ne pouvez pas, votre matière première qui entre dans la formation de votre prix, il augmente de 22%, on vous dit non, maintenez votre prix. Ce n'est pas possible. Ils ont un argument quand même, je ne sais pas, vous êtes habitué à ces questions d'économie. La TSPP était considérée avant la hausse intégrée aux prévisions fiscales. Alors, une fois que le prix augmente et qu'ils ne perçoivent pas ce qui était prévu comme fiscalité, en ce moment, ça devient une sorte de subvention. Et d'autres charges. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu les récupérer ailleurs que d'augmenter le prix? Attendez. La baisse d'une taxe, qu'elle soit décidée ou imposée par la réalité, n'est pas une subvention. D'autant plus que la taxe existe. Nous payons sur chaque litre de carburant avant l'augmentation, toi et moi, il y a 240 francs qui vont à l'État comme impôts et taxes. C'est peut-être peu par rapport à ce qui était attendu ou ce qui était budgétisé, mais on ne peut pas parler de subvention. De subvention, c'est lorsque l'État décide de prendre sur sa caisse pour donner à une entreprise afin qu'elle vende à un prix inférieur à un prix qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il soit inférieur à son prix de revient. Mais l'État compense une partie du coût de production du bien et en ce moment, il décide de dire, bon, vendez actuellement le pain, le sucre et sont subventionnés dans tous les pays arabes, dans les pays du Maghreb. Mais c'est une subvention qui est là, c'est un transfert. Et d'ailleurs, dans le budget de l'État, les subventions sont intitulées transfert. C'est-à-dire qu'on transfère vers des entités. Lorsqu'on subventionne les hôpitaux, qu'on a voulu considérer comme des EPA, dans les lignes, on met transfert. C'est un transfert dans l'autre sens. Ici, il y a un transfert, le contribuable n'est pas subventionné, votre cabinet, vous payez un impôt qui est jugé insuffisant par l'État. Maintenant, si ces prévisions-là sont perdues... Mamadou, là, on est obligé de marquer à nouveau la pause pour nos conseils achats et pour un nouveau point de l'actu sur Film FM. Et puis on revient donc pour amorcer donc la deuxième partie de cette grande interview en compagnie de notre invité prestige, Elhadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD. Quel commentaire forcément, monsieur le président de l'UFDG? Par rapport à ces questions, je voulais juste par rapport il y a un intervenant qui a dit que je semble plus efficace sur les plateaux télé que sur le terrain politique. Que vous êtes plus à l'aise en économie. Le politique, c'est d'abord celui qui réussit à rassembler, à avoir un poids électoral, une capacité de mobilisation. Et à cet égard, je suis fier de l'UFDG et de ce que j'ai pu faire. Je ne vais pas me vanter. Souvenez-vous, j'ai commencé à faire la politique pratiquement en 2008. J'étais inconnu de la scène politique. J'étais peut-être connu comme un fonctionnaire de la Banque centrale ou des grands projets, ministre, et même Premier ministre.
j'ai pu implanter le parti durant le premier semestre 2008 sur les 304 sous-préfectures de la Guinée. Et dans chaque sous-préfecture, il y avait une section, il n'y avait pas un représentant. Et le secrétaire général de la section a eu une moto. Nous allons aux élections avec 24 candidats 2 ans plus tard. 24, donc 4 anciens premiers ministres. Je récolte 44% de suffrages électifs. Le deuxième, c'était Alpha Condé, de 18%. Pour moi, mon engagement politique a été un succès. Parce que j'ai pu rassembler au moins 44% de Guinéens, je me fie aux résultats officiels. Ouais. La capacité, attendez, laisse-moi finir. Attendez, je gagne, je vais au deuxième tour, peut-être que j'ai perdu le pouvoir, mais j'ai gagné les élections. Et pour moi, c'était les élections qui devaient porter au pouvoir. Peut-être là, c'était de la naïveté. Mais jusqu'à présent, je me bats pour être élu par les Guinéens, ce que je réussis. Et pour moi, ça c'est faire de la politique, de garder la confiance des Guinéens, de l'acquérir et de la conserver. Derrière toi, malgré tout ce qui a été fait, toutes les tentatives de déstabilisation de l'UFDG, toutes les violences qu'on a subies, plus de 200 morts dans mes rangs, les gens sont restés fidèles, conserver ce parti, étendre son influence dans le pays depuis 2010, malgré les hold-up dont j'ai été victime. Moi je pense que ça aussi c'est savoir faire la politique, maintenir les gens. Maintenant, l'économie, c'était mon métier de banquier central. Effectivement. Je participe, comme vous le savez, à plusieurs colloques où je suis invité à l'extérieur pour participer sur la création de la monnaie commune, sur l'éco, sur les DTS récemment. Et bon, ça, c'est des choses que j'ai apprises à l'école de la Banque centrale où j'étais déjà impliqué dans beaucoup de conférences et de trucs comme ça. Mais la politique aussi, je n'ai pas à rougir des résultats que j'ai eus. La force s'est imposée, c'est la force qui s'est imposée. Mais il y a un auditeur qui vous demande, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de passer la main à quelqu'un qui serait plus déterminé, je le paraphrase, plus déterminé, plus stratège à conduire l'UFDG au pouvoir? Mais il faut admettre que je n'ai pas été stratège pour gagner les élections ici. Un parti d'opposition qui gagne les élections au premier tour, est-ce que ça signifie que je n'ai pas la bonne stratégie? Si je suis est-ce que vous songez, est-ce que ça vous arrive de songer à la succession? J'ai répondu à cette question. Attendez, j'écoute mon corps, j'observe les militants, et puis si le moment me semble opportun, mais il n'y a pas de problème. Vous la préparez, la succession? Vous la préparez? Attendez, je vous ai dit que j'écoute mon corps, j'observe mon audience, ma crédibilité. Le jour où je sens que c'est nécessaire, évidemment, moi-même, je vais le favoriser. Vous passerez la main. Allez, la suite de l'interview avec vous, Akoumba Diallo. Oui, Monsieur le Président, moi, je commencerai par d'abord maintenir ma position sur le fait que vous pouvez ne pas vous sentir responsable, mais j'insiste là-dessus que vous et Monsieur Alpha Condé, vous pouvez être passible des accusations de co-responsabilité dans ce qui arrive à la Guinée, notamment la crise qui perdure. Mais j'aimerais vous sensibiliser, en plus de ce fait que j'assume cela, j'aimerais vous sensibiliser au dialogue. Dialoguer, quand il y a un conflit, il y a d'abord 2 positions. Il y a la réaction émotionnelle qui est généralement la place favorite des jeunes comme moi, ou peut-être des ignorants. Et il y a la réaction rationnelle. Et c'est celle-là qui est dédiée à des leaders comme vous. Et dans la réaction rationnelle, il y a non seulement 2 gagnants parce qu'on sort avec un consensus, mais le conflit s'éteint. Par contre, dans la réaction émotionnelle, il y a un gagnant et le conflit demeure. J'aimerais aussi que vous m'aidiez à traduire cette phrase suivante qui dit que en pulaar ko dido heli jungo ko podudo jogitido. Donc si vous arrivez à me traduire cette phrase et qu'on l'intériorise comme je le fais, je pense que vous accepterez la co-responsabilité. Alors j'insiste, je reviens sur le dialogue parce que vous allez dialoguer, parce que vous êtes déjà de mon point de vue dans le dialogue. Tous les ambassadeurs que vous recevez, tous les appels que vous recevez, ça c'est du dialogue. Ils sont déjà dans le dialogue et ils vous invitent déjà dans le dialogue. Et j'aimerais que vous passiez par ce dialogue-là, parce que quand on veut aller à un endroit où on n'avait jamais été, il faut qu'on pense comme on n'avait jamais pensé. Il faut que vous pensiez à ça.
Et ceci est une sensibilisation et non une agression. Et j'aimerais maintenant vous interroger sur le séjour de M. Sarkozy. J'attendrai peu de réponses de vous, mais puisqu'il me semble que c'est votre ami, j'aimerais juste savoir s'il vous a fait signe qu'il venait en Guinée et quelle est la lecture probablement que vous avez eue de son séjour. Très bien. Allez-y, Monsieur le Président de l'UFDG. Bon, écoutez, sur la co-responsabilité, bon, vous êtes libre d'avoir votre point de vue. Ce qui vous semble être rationnel ou émotionnel aussi, chacun procède à l'analyse et a peut-être tiré des conclusions différentes. Je respecte votre point de vue. Pour moi, le dialogue, il faut d'abord, pour qu'il soit porteur d'espoir, il faut qu'il soit de bonne foi. L'homme, tu ne peux pas ne pas tirer les leçons de ce que tu as vécu. J'ai eu des dialogues directs avec Alpha Condé. On se met d'accord. Une semaine après, il a changé. Il m'appelle, il arrête les manifestations, on va faire ceci, on va faire cela. Ça n'aboutit pas. Pour que le dialogue marche, il faut qu'il y ait un cadre de dialogue qui peut afficher une certaine neutralité et avoir une autorité pour faire accepter aux parties en conflit les solutions qui peuvent être jugées idoines, en tout cas conformes à la loi ou aux bonnes pratiques. Si le cadre de dialogue, les facilitateurs sont choisis par une seule partie, pour dire, bon, dont on connaît l'influence ou d'une des parties qui les choisit, c'est très difficile. Si vous devez y aller au dialogue, il faut ensemble, de manière consensuelle, en définir le cadre. Je ne suis pas dans l'émotion. Chaque fois qu'on a été appelé au dialogue, l'UFDG était là. On a fait beaucoup de dialogues ici. J'ai fait du dialogue avec le Premier ministre, Kassori. Lorsqu'il a été nommé, au lendemain des élections locales, il m'a appelé. Pour dire, il faut qu'on sorte de la crise. Qu'est-ce que tu proposes? On s'est mis d'accord. Il dit, bon, faites un papier. Et on va à tel et tel vont signer. Lorsqu'on est allé là-bas, avec le papier, mais le monsieur a dit qu'il n'a pas d'ordre à recevoir le Kassori. Il venait d'être nommé Premier ministre. Vous étiez tous là par rapport à la crise consécutive aux élections locales. Vous avez vu Thibou Camara, Bourama Condé, Damaro venir à mon bureau, négocier un accord qu'on a signé, qui a été lu par Damaro au sortir de la réunion. Une semaine après, Alpha a dit de ne pas appliquer. Il y a de trop. 2013, il y a eu un dialogue sous la supervision avec la facilitation sur Saïd Sinit, qui était envoyé par le secrétaire général des Nations Unies. On a fait un accord. Tous les points d'accord, rien n'a été appliqué sauf les législatives. 2014, sous la présidence de Metsako, qui venait d'arriver, qui n'était pas suffisamment tropicalisé, qui a fait preuve d'une honnêteté intellectuelle extraordinaire, alors qu'on s'attendait à 2 semaines de palabres. En 3 heures, compte tenu de l'honnêteté dont il a fait preuve, on a tout fini. C'était faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de 2013. Chaque fois qu'on évoque un point. Premier point, les élections locales. C'était prévu en mars. Ce n'est pas fait. Le gouvernement et la CENI ont tort. On fait quand? La CENI dit décembre 2014. On peut noter, on note. La délégation de l'opposition a été conduite par Boubacar Silla. Les enquêtes sur les 57 morts qui avaient été enregistrés, rien n'a été fait. Il a dit qu'il a honte que dans son pays, que ces 57 jeunes soient abattus, aucune enquête ne soit menée et aucun résultat. Il dit que c'est son domaine, ministre de la Justice. Notez, je m'engage, je mets tout de suite une commission de 5 juges. L'indemnisation des victimes, parce qu'avant d'aller aux élections législatives, on a dit quand même, les gens se sont battus, beaucoup ont été tués dans la lutte contre Weimar et pour le vote des Guinéens de l'étranger. Il a dit au ministre des Finances, il a dit non, qu'il n'a pas prévu de ligne, mais qu'ils sont en train d'élaborer la loi de finances rectificative. Il faut prévoir l'indemnisation des victimes. Le gouvernement et l'opposition vont aller dans les familles avec des enveloppes substantielles
pour présenter les condoléances et demander aux gens de se calmer avant la fin des enquêtes. Ça n'a pas été fait. On a fini tout ça. Il n'est pas sorti pour consulter. On a fait l'accord a été appelé le relevé des conclusions. Il est sorti, il est allé voir Alpha. Alpha l'a renvoyé. Hors de question de signer ce papier-là, qui ne fera pas d'enquête. Bref. Attendez. Donc, si vous êtes un homme rationnel, vous avez fait plusieurs choses qui ont échoué, il faut vous poser la question. Il faut essayer de avoir des garde-fous ou des trucs sur le principe. Donc, ce n'est pas de l'émotion, comme vous dites. C'est plutôt plus proche du rationnel. Parce qu'il faut tirer les leçons de cas. On connaît les acteurs avec lesquels on a travaillé. Ça, c'était 2014. 2015, avant l'élection présidentielle, on avait dit qu'on ne va pas aux élections présidentielles sans les élections locales. Finalement, on a cédé. On est allé au diable de négociation. On a dit qu'il faut qu'on accepte d'aller sans les élections locales, mais qu'on s'engage à organiser les élections locales en février 2016. On est allé, on reprend les engagements de l'accord passé. Indemnisation de victimes, diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des crimes commis pendant les manifestations pacifiques de l'opposition. C'est écrit noir sur blanc. On va aux élections, on a décidé, mais en attendant, il faut installer des délégations spéciales en prenant des délégations spéciales à la proportionnelle sur la base des résultats des législatives de 2013. Ils ont refusé de le faire avant les élections. Ils l'ont fait après, mais pour une partie des communes. Bref, mais les élections locales, ils ont refusé de faire. 2016, on va encore au dialogue. On reprend les mêmes choses. Enquête, indemnisation. Mais comme Alpha a dit qu'il n'y aura pas d'enquête, il ne veut pas se mettre les policiers et les gendarmes sur le dos, il n'y a jamais eu d'enquête. On est aujourd'hui à 250. Il y a beaucoup de décisions prises au niveau du dialogue et qui ne sont pas appliquées. Mais aujourd'hui, il y a un cadre permanent du dialogue qui est placé. On viendra sur le dialogue. Bien. Si vous voulez que je glisse pour dire par rapport à aujourd'hui, je réponds. Justement. Parce que je vais dire par rapport à l'émotion, à l'émotionnel et au rationnel. Parce qu'il a dit que c'est-à-dire c'est deux qui peuvent casser. On peut se soumettre, se résigner à la dictature, à la violation permanente de la loi pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Mais nous sommes des citoyens. Nous devons défendre nos droits par les voies légaux. Si on dit qu'on ne résiste plus, qu'Alpha fasse ce qu'il veut, qu'il tue, et qu'il refuse la justice aux victimes, qu'il refuse des indemnisations sur lesquelles il s'est engagé, qu'il refuse d'organiser les élections, qu'il continue d'entretenir la délinquance électorale, la corruption avec une administration telle que vous allez, si on ne doit pas dénoncer et lutter contre ça, en ce moment, ce n'est pas la peine de faire de la politique. On aura le dictateur faire ce qu'il veut et nous on croise là, on dit bon, on attend, on compte sur Dieu, lorsqu'il va faire partir la dictature, elle partira. Mais nous sommes des citoyens, on a décidé ensemble, puisque Dieu était avec nous, de mener ce combat, de dénoncer et d'utiliser les moyens légaux pour refuser la violation de nos droits et libertés. C'est ça que nous faisons. Bien. Et sur Sarkozy, parce que vous m'avez posé la question, que savez-vous de son récent séjour ou de ses fréquentes visites en Guinée? Je ne sais rien. Je sais qu'il est administrateur d'Accor. J'ai appris, comme vous, qu'il y a un contentieux entre Accor et la Guinée dans le cadre du nouveau hôtel, l'hôtel de l'Indépendance. Je sais qu'il est facilitateur dans le conflit qui a opposé Bénis Taïmens à Alpha Condé. Bon, je suis ces voyages dans ce cadre, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Il ne m'informe pas. Il ne m'a pas informé qu'il venait en Guinée et qu'il est là. Bien. On enchaîne avec vous, Talibé, sur l'époque Conté. L'époque Conté, c'est devenu une sorte de chiffon rouge que le président Alpha Condé agite régulièrement contre les anciens premiers ministres donc, de feu Lansana Conté. Alors, est-ce que quand Alpha dit qu'il a pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, tout cela, quelque part, vous vous en plaignez régulièrement, comme récemment lors de votre dernière assemblée générale, est-ce que on ne peut pas, pour certains quand même,
vous détacher du bilan de la gestion de Lansana Conté pendant 24 ans. Écoutez, j'ai occupé... Basiquement, il fait abstraction de votre... Oui, attendez, ce n'est pas un problème personnel. Je déplore et condamne la méconnaissance ou la négation de ce qui a été fait de positif pendant la Deuxième République. Je n'ai pas dit que c'est parfait. Mais dire que rien n'a été fait, que lui il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, elle n'était pas là où Sékou Touré l'a laissé. Conté l'a fait progresser. C'est indéniable. Je n'ai pas dit que c'est parfait. J'ai dit que ce n'est pas juste. Ensuite, lorsque vous regardez, il veut dire que les premiers ministres qui sont devenus ses opposants étaient le responsable de la décadence économique du pays, du manque de progrès et de résultats pendant la Deuxième République. Effectivement. Mais ceux qui ont été des ministres influents, qui travaillent avec lui, ils considèrent que ceux-ci ne sont responsables de rien et qu'ils sont plutôt des gens compétents, vertueux, parce qu'ils le soutiennent. Donc, il s'attaque à ceux qui sont ses opposants. C'est pour ce qui n'est pas juste. Moi, j'estime que dans ce qui a été fait sous le régime de Conté, il y a beaucoup de choses hautement positives. Parce que pour moi, je ne parle pas seulement des aspects économiques ou d'infrastructures, il y a eu la liberté des citoyens. Conté est venu avec la liberté des citoyens. Que ce soit la liberté d'entreprise, la liberté d'association, la liberté de presse, la liberté, il a apporté beaucoup à cet égard. Il est aussi le père de la démocratie multipartite, même si celle-ci peut être considérée comme pas parfaite, peut-être, mais elle fut là. Et en termes de développement, j'ai dit qu'il y a eu du développement. Et justement, donc sur les progrès, justement plutôt les acquis de cette gestion, de ces 24 années de gestion de l'ère Conté, donc qui a impliqué des premiers ministres, des anciens premiers ministres comme Aïla Selou Dalein Diallo ici présent. Notre invité, nous aborderons donc tout ceci derrière l'écran pub. Une pause donc s'impose et derrière on revient pour continuer l'émission. Les questions donc d'actualité sur Gawal Chérif Ba, donc qui a été autorisé à se faire soigner à l'étranger sur le retour en prison d'Abdoulaye Ba et d'autres cas comme ceux de Kéamou Bogola Abba et Fonike Mengue. On poursuit l'interview sur le régime, l'époque Conté. Alors, monsieur Selou Dalein, Alpha Condé a tant et tant noirci le tableau de la gouvernance Conté en vous imputant la responsabilité de cette mauvaise gouvernance selon lui. Alors, en quelques mots, quelles sont les actions qu'on peut appeler micro ou méga projets réalisés du temps de Conté, dont vous êtes comptable et qui résistent encore au temps, les grands acquis, pour dédire et contredire ce que le président Alpha Condé dit aujourd'hui? Non, pas celle dont je suis comptable. Il y a des progrès importants qui ont été accomplis en dehors de cette question liée à la liberté des citoyens sur laquelle je suis revenu. Il y a eu dans tous les secteurs des progrès non négligeables. Au niveau de l'éducation, j'ai rappelé que le taux brut d'inscription à l'école est passé de 26% en 1984 à 80% en 2006. Ce n'est pas négligeable. Vous vous souvenez, il y a eu des projets importants, l'OPAZ, les PT, qui ont été appuyés par les partenaires techniques et financiers. Et on a beaucoup investi. Au niveau de la santé, on a créé des centres de santé dans pratiquement toutes les sous-préfectures. Il y a eu des programmes importants que les partenaires ont appuyés grâce justement à la crédibilité de la politique qui était menée, grâce aux réformes que le général Lansana Conté mené. Ce qui me choque dedans, c'est que Alpha a tendance à dire, Conté a dit, moi je ne connais rien, vous allez voir ce qui est bon pour la Guinée, faites-le. Bon, Conté n'était pas un nul, loin de là. C'était quelqu'un qui avait acquis aussi une expérience, qui a été formé, reçu sa formation de base, comme vous le savez, à l'EMPT, l'école militaire préparatoire
de Bencherville avant d'aller au Britannique de Saint-Louis. Et puis il avait gravi tous les échelons. Il a été intendant, commandant de camp, commazone. Pendant longtemps, il a été commazone à Bouquet. Il a été aussi à Koundara. Il a géré des hommes, il a géré des biens. Il avait quand même une certaine expérience. Mais c'est quelqu'un qui avait une humilité, qui écoute. Et je pense que sans les agressions rebelles de 2000, la trajectoire prise par la Guinée en termes de développement et de choses serait allée à son terme et qu'aujourd'hui on ne serait pas là. Ce qui a perturbé son programme, et a perturbé les pays, c'est les agressions rebelles qu'on a enregistrées à nos frontières sud. Ouais. Et à partir de là, nous sommes retrouvés dans un pays en guerre et bien entendu, les choses ont dérapé sur le plan économique. Sinon, comme je l'ai rappelé, de 90 à 2000, on a fait un taux de croissance moyen de 5%. On a pu maintenir le déficit budgétaire en dessous de 5% et à l'inflation également en dessous de 5%. C'était en termes macroéconomiques des performances non négligeables. Au niveau des infrastructures, comme j'ai eu l'honneur d'être associé, vous prenez de Conakry à Lola. Vous avez Conakry Mamou qui a été immédiatement, le chantier a été immédiatement engagé sur financement de la BAT. Et vous avez de Mamou, on est allé à Dabola, financement fait et réalisé par Sato. Dabola, Sissela, financé par le FED aussi et réalisé par Sato. Sissela Kouroussa par CSE. Kouroussa Kankan par Salini sur financement de FED. C'est là que j'ai pris le service parce que c'est moi qui ai finalement négocié cet accord Kouroussa Kankan et avec le pont sur le Niger à Irikiri. Ouais. Et puis Kankan Kourémalé, c'est 217 km qui ont été faits. Donc de Conakry jusqu'à la frontière avec le Mali. De Conakry jusqu'à la frontière de la Sierra Leone à Pamalap. De Conakry jusqu'à Lola. C'est compté. Il a laissé, j'ai dit, 2200 km de route revêtues en réseau interurbain. Et j'ai dit que M. Alpha Condé, depuis 11 ans qu'il est là, en dehors du tronçon, Zérekoré, Bela, il n'y a pas 1 kilomètre de plus sur le réseau interurbain revêtu. Parce qu'il y a eu quelques actions au niveau urbain, dans la voirie urbaine. Mais ce niveau, pendant tout ça, on n'a pas vu. En termes d'ouvrage de franchissement, j'ai rappelé qu'on a fait le pont là où il y avait les bacs. Sur le Diani, il y avait un bac entre Massanta, entre Sérédou et Zérekoré. On a fait un pont. Sur le pont sur la Fatala, ici, vous le savez. Et on a fait également les ponts sur le Niger, donc à Irikiri, à Koursa, sur le Niger à Djelibakoro, sur le Bafing à l'entrée de Sigiri. Mais il y a eu l'autoroute Tombo-Bessia avec les échangeurs que vous avez ici. Il y a eu la route Anko 5 Symphonia, que j'ai fait, qu'on a fait à $1 million. Et ce pont-là est trop critiqué en saison pluvieuse. Oui, le pont est critiqué. Le pont attention, à l'aéroport. Attendez, vous savez, au niveau de l'aéroport, vous avez une colline. Il y a beaucoup d'eau qui descendent. On fait des aménagements pour faire passer l'eau là-bas. Si vous ne curez pas les canaux d'évacuation, naturellement, il y a le risque est qu'en fonction de la densité de la pluie, et lorsque les canaux d'évacuation, de passage ne sont pas, les caniveaux ne sont pas curés, naturellement, vous avez le risque d'inondation. Et donc, il y a un travail d'entretien à faire, sans compter qu'avec les constructions sur la colline, parce que vous savez, l'eau qui tombe, si elle s'infiltre, mais lorsqu'on a tout bétonné, elle coule. Vous avez des quantités d'eau plus importantes en raison de l'urbanisation sur les hauteurs qui descendent désormais, qui au lieu de s'infiltrer, alimenter la nappe phréatique et rejoindre la mer, lorsque vous avez mis du béton partout, parce que vous avez fait des dallages dans vos cours, l'eau compte, la quantité de pluie qui descend augmente. Alors que s'il y avait une forêt, s'il y avait des arbres, naturellement, s'il n'y avait pas comment ça s'appelle, de dallage, ça aurait pu s'infiltrer. Maintenant, la quantité d'eau peut augmenter en fonction de l'urbanisation et de l'augmentation de la population. Bien. Alors, très rapidement. On va passer là-dessus. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans un discours de sourd ou un dialogue de sourds. Mais dans cette situation, il y a quand même deux personnalités qui sont en quelque sorte des amis communs à vous et Alpha Condé. Il s'agit de Kassouri et de Thibou. Qu'attendez-vous d'eux en termes de discours de vérité à l'endroit du chef de l'État Condé pour que les choses changent, pour que les choses avancent, pour que les lignes bougent? Écoutez, je ne sais pas. Ils sont membres du gouvernement de Alpha Condé. Kassouri est le chef du gouvernement.
Thibou porte-parole. Thibou aussi est un conseiller réputé influent. Je ne sais pas ce qu'il fait faire qui est conforme à leurs convictions. Vous savez, le problème de Alpha, c'est qu'il est capable de transformer les hommes. C'est des gens qui étaient attachés à des valeurs, nous partageons des valeurs. Quand même, je ne suis pas sûr qu'ils sont aussi accrochés à ces valeurs aujourd'hui qu'hier. Mais toujours est-il que c'est des gens intelligents et peut-être qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais qu'ils ne réussissent pas. Mais parce que de toute façon, Alpha ne partage pas son pouvoir. J'ai dit la dernière fois, rien ne se décidera à la primature, tout se décidera à Sékou Touré. Alpha est très jaloux de son pouvoir, c'est lui qui décide. Ce soit tu te soumets ou bien tu pars. Bon, lorsqu'on a choisi de partir, on devient flexible avec les On n'attendait rien des deux là. Bien. Oh, bon, écoutez, moi, je suis dans l'opposition, ils sont dans le gouvernement. Bien. Allez-y, Mohamed, sur l'actualité politique. L'actualité politique, monsieur le président de l'UFDG, est dominée par, c'est vrai, cette éternelle question du dialogue, mais il y a des faits récents qui semblent gripper, qui semblent même anéantir quelque peu les efforts dans ce sens. Il s'agit de la situation d'abord de votre parti politique, votre siège reste fermé. Vous et plusieurs de vos collaborateurs et même membres de la famille êtes privés de voyage, de sortie du territoire. Au même moment, aujourd'hui, il semble y avoir une autorisation, en tout cas, il y a une autorisation d'ailleurs de voyager accordée à M. Ousmane Gawal Diallo et au doyen Chérif Ba. Donc, mais dans les derniers jours, Kéamou Bogola Abba, qui était quand même un membre extrêmement influent de l'ANAT, est arrêté d'ailleurs au soir du jour qui consacre l'arrivée de cette plateforme politique. Et puis récemment, on a eu le cas... Abdoulaye Ba. Non, récemment, on a eu le cas on l'a dit son nom tout à l'heure du côté Bangoura. de Monsieur Bangoura, du côté de Soria Bangoura, justement. Mais Fonike Mangé, Ismaël Condé, toutes ces personnalités sont encore en prison. Alors, dans ce climat, est-ce que d'abord vous-même, vous vous sentez confortable aujourd'hui dans votre parti politique? Récemment, vous sembliez suspecter une sorte de 5e colonne dans votre propre rang. Ça, c'est ma première interrogation. Mais secondo, quelle est votre lecture de toute cette actualité qui, tantôt, sens politico-judiciaire chargé positivement, mais en même temps, il y a du recul? Écoutez, ceux qui ont bénéficié de l'autorisation d'aller se soigner, je m'en réjouis, mais ils n'avaient pas besoin d'autorisation. C'est des gens qui n'ont commis aucun délit, aucun crime au regard de notre loi. C'est des hommes politiques. Ils ont été arrêtés dans le cadre de la campagne d'intimidation et de violence qu'Alpha a décidé de déclencher contre l'UFDG pour faire passer son hold-up électoral. Et on les a accusés de fabrication, détention, de stockage d'armes de guerre, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Des infractions qui, si elles étaient réelles, sont passibles de la condamnation à la perpétuité. Oui. Et de la dissolution du parti dont ils étaient les dirigeants. Mais c'était pour passer, je pense, pour faire passer le hold-up électoral. Parce qu'ils sont convaincus que les gens n'ont pas d'atelier de fabrication d'armes, ils ne détiennent pas d'armes. C'est des gens qui ont fait la campagne. Selou Baldé était responsable de la campagne à l'AD, Chérif Ba dans la Basse-Guinée Nord, Abdoulaye Ba à Kindia, Ousmane Gawal était le directeur de la communication et donc dans matière de campagne, il était très actif dans la communication. On a voulu décapiter l'UFDG parce qu'on a vu, on était impressionné par la capacité d'organisation de notre parti, par notre poids électoral. Et on a vu, vous étiez témoin de la réception des mobilisations organisées à l'occasion de mon arrivée en forêt. Et mon retour à Conakry le jeudi, 48 heures avant les élections, cette mobilisation, et puis les résultats qu'on a obtenus dans les urnes, 53,8% dans les urnes, évidemment, ça a troublé le sommeil de Alpha et des candidats à la succession. On doit naturellement neutraliser cette force, sinon le pouvoir qu'on a volé ne serait pas en sécurité. Donc il fallait les accabler d'infractions qui peuvent conduire à ces situations que je viens de dire. Mais c'est des gens qui n'ont rien fait. Bon, on peut toujours, lorsqu'on a la force
parce que c'est un coup de force qui a permis d'Alpha de se maintenir au pouvoir. Lorsqu'on a cette force-là, arrêter les gens, et puis après dire, bon, je suis humain, je leur achète un vélo, je leur donne des massages, et puis je les libère, je les fais cesser parce que je suis humain. Bon. Donc, je vais rebondir là-dessus. On leur achète un vélo. Est-ce à dire que vous soupçonnez que dans certaines libérations, parce qu'on vous le reproche, beaucoup de voix s'élèvent depuis le discours que vous avez tenu face à certaines de vos fédérations venues du Fouta. Beaucoup d'observateurs pensent que vous semblez incriminer certaines des personnes qui ont été libérées et que vous soupçonneriez certains d'entre eux de rouler désormais pour le président. Non, je ne soupçonne aucun d'entre eux. Ceux qui ont bénéficié de la liberté, je sais qu'ils ont été fortement affectés par la prison, qui est une épreuve dure pour un homme qui n'est pas habitué, qui n'était pas préparé à ça, mais je ne soupçonne pas ceux qui ont été libérés. Par contre, attendez, je sais que des démarches sont menées. Attendez, ces démarches sont menées vers certains hauts cadres du FDG pour leur demander de rejoindre le pouvoir. Ce n'est pas un secret, des cadres, des proches collaborateurs à moi. Et évidemment, il y a beaucoup de démarches avec des propositions alléchantes qui sont menées donc vers certains cadres. C'est ça que j'ai voulu dénoncer. Et ça, c'est une réalité. Et pour le moment... Et ces cadres, ils vous en parlent eux-mêmes? Ou bien c'est d'autres, votre réseau d'information qui vous en tient au courant? Beaucoup d'entre eux m'en parlent. Mais d'autres non. Bien. Oui, un commentaire rapidement sur le retour en prison d'Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba, l'ex-président de la délégation spéciale de Kindia. Tout cela montre que, je crois que Maître Traoré, un des avocats, suffisamment dit. Bon, lorsque vous lisez le communiqué qui a été diffusé, octroyant cette liberté semi-surveillée à ces gens, il y avait seulement 2 conditions qui étaient attachées. L'obligation de rester à Conakry et l'obligation de répondre le cas échéant à toute convocation de l'administration pénitentiaire. C'était ça et ça seulement qu'il y a dans le document. Ils avaient le droit de se soigner et d'être dans le périmètre de Conakry ou du Coran Conakry, mais ils n'avaient pas le droit de sortir de Conakry ou de ne pas répondre à ça. Abdoulaye Ba n'a pas violé ça. S'il donne son avis sur l'élection présidentielle de 2020 en disant que c'est son candidat qui avait gagné et que Alpha n'a pas gagné, ça ne peut pas être un délit, une violation des conditions qui est attachée, parce que la condition, c'est celle qui a été diffusée dans le communiqué. C'est bien maintenant, bien sûr, peut-être son propos dérange Alpha, parce qu'il ne veut pas qu'on remette en cause son hold-up électoral. Bien. Dernière question, Mohamed Kaba. Oui, dernière question, et puis un petit commentaire très rapidement. Je voudrais dire, monsieur le président, de 2004 en 2005, l'inflation était à 34%. En 2021, il est à 12%. Attention. Non. De 2004 à 2005, à Kumba, j'insiste, il était à 34%. Mais comme nous sommes pris par le temps, je vais aller avec la question. Mais non, une toute dernière question, parce qu'on va permettre à 2 auditeurs au moins. Monsieur le Président, je voudrais aussi affirmer certainement, est-ce qu'aujourd'hui l'UFDG a une vie politique? Est-ce que votre parti n'est pas réduite malheureusement à dénoncer seulement et à menacer? Alors d'abord, cette inflation n'est pas vraie. De 2004 à 2005 à 34%. Attendez. Les paramètres macroéconomiques ont été maintenus. C'est avec l'avènement des militaires au pouvoir, il y a eu quelques dérapages. Et ça fait plaisir aux gens de Alpha de prendre comme référence l'année 2010, l'année de cette élection, l'année où il y a eu des dépenses folles, incontrôlées. Mais lorsque vous remontez à 2007, 2008, 2006, les paramètres macroéconomiques étaient bons. Parce que malgré tout, il y avait un effort de contrôle, de maintien. Le souci d'avoir un programme avec le fonds et d'obtenir l'annulation de la dette était là, même s'il y avait souvent des dérapages. On n'a pas atteint un taux d'inflation de 34%. Ça, vous pouvez vérifier. Bien. Vous maintenez votre menace de reprendre les manifestations? Alors là aussi, il faut nous aider à mettre le débat là où il doit être. La Constitution de la République octroie ce droit aux associations, aux partis politiques de manifester dans les rues et sur les places publiques. Alors, le débat maintenant, c'est devenu la boucherie. Il faut le débat, c'est comment on fait pour sécuriser les manifestations, pour empêcher
les agents des forces de défense et de sécurité de faire usage à leur arme à feu. C'est là où le débat. Je pense qu'il faut que la loi prenne toutes les dispositions pour que la loi puisse être respectée. Bien. C'est un droit constitutionnel de le faire. Il est hors de question qu'on renonce à ce droit. Donc c'est maintenu, hein, la menace de reprendre les manifestations. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on a renoncé à un droit constitutionnel. Bien, on va permettre à 2 auditeurs au moins de s'adresser à notre invité. FIM FM. Mirador. Empoignade. Sans filtre, face aux questions des citoyens. Bien, en 2-3 minutes, donc on va permettre à quelques auditeurs donc d'adresser leurs questions à Ella Selou Dalen Diallo, notre invité prestige en ce jeudi. Est-ce qu'il y en a déjà en ligne? Bonjour. Oui, bonjour M. Diallo. Bonjour Ali Akonsoba, je reconnais la voix. Votre question à notre invité. L'enfant de Dingré, oui. Allez-y. Moi, je salue mon président, Dalen Diallo, président de tout le pays. Bien. Moi, je vais lui demander par rapport à ce mois d'Ingrain depuis 58. Nous, le Dingrain, quand on souffre, on n'a pas de route et il y a des sociétés minières qui sont là-bas, l'air qui est en train de nous fatiguer. Qu'est-ce qui est en train de faire cette souffrance-là? Qu'est-ce qu'il pense de... Tout le peuple de Guinée souffre. Oui, j'avais 2 projets qui touchaient Dinguiraï, ce n'était pas tous exclusivement destinés à Dinguiraï. On avait fait l'étude, ce qu'on appelle APS, Labé, Tougué, Dinguiraï, Sigiri, pour que Koundara soit relié à Sigiri directement. Et nous avions la route Bissikirema Dinguiraï aussi, qui était dans le projet, le PST, le programme sectoriel des transporteurs, que j'avais élaboré en tant que ministre de paix avec l'appui de l'Union européenne. Ces 2 projets permettaient de désenclaver Dinguiraï par rapport à Labé, par rapport à Sigiri et par rapport à... Mais ils n'ont pas pu être réalisés. Évidemment. Merci à vous, Ali Akonsoba. Un deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour Aboubakar Diallo. Bonjour à tout le travail de FIM FM. Bonjour à vous. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est Mohamed Djoulde Diallo. Je vous appelle depuis Koloma. Monsieur Mohamed Djoulde Diallo. Allez-y pour votre question. Merci. Vous me permettez de dire bonjour à mon président, à le président de tout le Guinée, Elhadji Selou Dalen Diallo. Allez-y. Moi, c'est 2 questions à lui poser. Je vais demander à le président Elhadji Selou Dalen Diallo. Monsieur le président, malgré notre demande, nous, le CNES de IFDG, de recommencer la manifestation, pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas nous donné une date pour qu'on puisse manifester, pour demander la libération de notre chef, la libération de notre bureau, la libération de notre responsable et de militants? Pourquoi jusqu'à présent? Bien, je pense qu'on va s'en tenir à cette seule question, si vous permettez, oui. Parce qu'on est totalement pris... Très bien, nous sommes en train de nous organiser. Depuis longtemps, on n'a pas manifesté. D'abord, l'ANAD a été créée entre-temps. Il faut qu'on crée des antennes au niveau de chaque préfecture pour permettre justement de préparer cette manifestation afin qu'elle ait lieu, qu'elle ait lieu sur l'ensemble du territoire national. Mais soyez sûr qu'on ne peut pas renoncer à ce droit constitutionnel de manifester pour exiger la libération de nos prisonniers et la libération de nos bureaux et la restitution de nos droits et libertés de voyager. Mais pas de date pour le moment. Il n'y a pas de date, on est en train de préparer. Très bien. C'est terminé pour aujourd'hui, pour ce numéro spécial que nous vous avons offert en compagnie de notre invité prestige, Ella Selou Dalen Diallo, à qui nous disons grand merci, Monsieur le Président. Merci d'être venu encore une fois, pour la 2e fois dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie et vous félicite pour la contribution que vous apportez au débat et à la diffusion de la bonne information. Merci. Merci à vous. Et c'est terminé donc, et on apprend en dernière minute que le général Kassé, remplacé à son poste hier soir par arrêté ministériel, c'est le colonel Mohamed Keïta, commissaire central de Kaloum qui lui succède. Aucune raison officielle donc n'a été évoquée pour ce changement. Kassé donc qui n'est plus porte-parole de la police. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde, aux 4 coins du monde. Vous étiez très nombreux à nous suivre, notamment sur la page Facebook. Grand merci à toute l'équipe de réalisation. Merci de continuer de rester sur FIM FM. Les programmes continuent sur 95.3. Au revoir. FIM FM, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.